Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes tout de suite en train de regarder Alafia TV sur Canal+, bouquet de base à partir de 5000 francs seulement. Sur le numéro 235, vous êtes en train de suivre tout de suite Alafia Hebdo, une émission qui est diffusée tous les samedis à partir de 21h15 et rediffusée à partir de lundi à 11h. Alors aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le vice-président du réseau, en tout cas c'est un grand réseau très connu, du réseau qui s'appelle RAIFET, Réseau africain des institutions de formation des formateurs de l'enseignement technique. Il s'appelle le professeur Madi Yassa Goundiam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous avons également sur ce plateau le professeur Mohamed Salia Meiga. Il a dirigé l'Institut national de formation en équipement et transport. Il est également ingénieur en génie civil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, le thème de ce débat très intéressant, c'est la formation professionnelle au Mali, quels défis et quelles réformes. Alors, la première question, il s'agit d'abord d'aborder ce débat-là avec l'histoire même du système éducatif malien. Et nous le savons tous d'ailleurs, le Mali, après son accès à l'indépendance, il y a eu une première réforme, c'est celle de 1962. La réforme de 1962 proposait un enseignement de masse et de qualité qui serait adapté aux réalités du Mali nouveau. Alors, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché, professeur Goundiam? Peut-être qu'il y a eu quand même une certaine volonté politique, mais qu'est-ce qui n'a pas réellement marché, puisqu'il s'agissait de proposer un enseignement de qualité et qui était aussi adapté aux réalités. Et toujours, il y a cette inadaptation-là qui est constatée par plusieurs acteurs. Moi, je crois qu'on peut garder l'esprit de la réforme de 62 parce que l'évolution a fini par donner raison à nos pédagogues de 62. Aujourd'hui, les influences anglo-saxonnes sont très grandes dans le système éducatif. Et le dernier, qui vient des États-Unis, depuis 30 ans, il y a eu des réformes un peu partout, en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et les Américains ont choisi, finalement, le principe de ne jamais laisser un enfant à la rue. C'était l'esprit de la réforme de 62 également. Donc plus tard, dans les années 80, les Américains sont revenus. Disons, c'est ce qui est adopté et que prônent actuellement toutes les instances internationales. Un enseignement de masse, beaucoup ont opposé ça à la qualité, non. Et même les dernières réformes au Mali, PRODEC 1, PRODEC 2, préconisent un enseignement. Et le PRODEC, c'est le programme décennal de développement de l'éducation. De l'éducation. Préconise un enseignement de 6 ans pour tous les jeunes Maliens et un enseignement de 9 ans, donc c'est le cycle fondamental, pour la majorité d'entre eux. Donc ça rejoint l'esprit même de la réforme actuellement en cours aux États-Unis et qui est diffusée au niveau des institutions internationales, UNESCO, l'OCDE, l'Union européenne, le socle commun en France, ainsi de suite. Concrètement, donc, il y a eu simplement un problème de mise en œuvre. De mise en œuvre, il se trouve que la réforme de 62 a utilisé les moyens qui existaient à l'époque, mais on peut dire... Donc il y avait un problème de moyens, quoi. Pas tout à fait, parce que des moyens, il a eu des résultats. Parce que les enseignants à l'école malienne exportaient ces produits. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'était donc un enseignement, la qualité de l'enseignement d'abord, ça repose sur 2 socles. L'efficacité interne, c'est-à-dire l'organisation même du système éducatif, l'efficacité externe, c'est-à-dire l'employabilité des sortants. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est l'employabilité de ceux qui sortent du système éducatif. Alors, professeur Mohamed Salia Meiga, il y a eu également la nouvelle école fondamentale NEF, il y a eu le PRODEC comme il en a parlé, et il y a eu, en tout cas la NEF, beaucoup le disent, a été très mal planifiée. Et donc, il y a eu véritablement plusieurs rencontres qui ont eu lieu au Mali sur la question sur le système éducatif pour refonder le système éducatif malien.
Alors, l'école aujourd'hui est toujours confrontée à d'immenses défis, des défis d'organisation. Qu'est-ce que vous direz comme problème d'abord, ensuite comme solution, qu'est-ce que vous proposerez? Non, vous avez tout à fait raison. Il y a eu énormément de réformes, des tables rondes. Il y a eu des rencontres qui ont été organisées pour revoir le système éducatif. Dès 1969, dès le coup d'État, des rencontres ont été organisées. Mais si on observe, on n'a pas le sentiment que la prise en charge de toutes les recommandations de ce réforme est faite dans le pays. Je pense que l'éducation souffre beaucoup de cette situation-là. Vous savez, dès 1962, on a mis en place les centres pédagogiques régionaux pour former les enseignants à un niveau très bas dans toutes les régions du pays. On a continué avec les écoles normales qu'on a développées, y compris les écoles normales d'agriculture, etc. On a fait poser les jalons pour que le système éducatif réponde aux besoins du pays. Je donne tout simplement un exemple qui est celui de l'école normale d'enseignement technique qui a été créée en 2010. Vous savez, dès 1962, ceux qui ont fait la réforme de son nom dit on va créer l'école nationale d'ingénieurs qui va former des ingénieurs, mais dès que le système industriel sera satisfait un nombre d'ingénieurs, on va passer à une école normale d'enseignement technique qui va permettre de former les ouvriers dont notre économie a besoin. Ce genre d'engagements qui ont été faits n'ont jamais été suivis. Je vous ai dit, c'est en 2010 que l'école, pour former les professeurs des ouvriers, et de quelle façon, on peut faire des débats là-dessus. C'est peut-être pas la forme qui est en place actuellement qu'il fallait. Donc c'est ça, je pense que le système éducatif souffre de la prise en charge de toutes les recommandations. Une des recommandations récemment faites, c'était l'épreuve de français. Parce que nous, de l'enseignement supérieur, on disait, on enseigne en français à l'enseignement supérieur. Donc si un enfant vient qui ne maîtrise pas le français à l'enseignement supérieur, on ne peut pas l'enseigner. Donc une des recommandations qui a été faite, c'est d'introduire un examen de français qui va permettre dès la 11e d'éliminer ceux qui ne sont pas bons en français, donc qui ne peuvent pas aller dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est une proposition récente qui n'a jamais été mise en place. Alors, peut-être que ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants qui seront exclus par... Écoute, il y a une évidence qu'au-delà de la faiblesse de notre économie, on a besoin des ouvriers. Et on n'a pas besoin d'ouvriers qui n'est pas aussi alphabétisés. On a besoin d'ouvriers alphabétisés. Donc, il faut effectivement mettre en place, et la démarche aussi a été faite, les instituts de formation professionnelle ont été créés presque partout, y compris à Diré, pour former sur le solaire. Il faut mettre en place les instituts de formation, mais les mettre en place pas seulement pour amener les enfants à apprendre du dessin technique qui ne leur sert à rien, mais à apprendre effectivement le métier pour lequel on le forme. Donc, notre problème se situe entre nos propositions de recommandations et la mise en œuvre de ces recommandations. Alors, il ne faut plus faire peut-être des grandes rencontres, mais plutôt reprendre les recommandations déjà faites et les mettre en œuvre. Tout a été déjà dit. On est en train de penser que, je parle sous le contrôle de mon aîné Gounia, on est en train de penser que toute refondation du système éducatif va nécessiter des changements importants qui touchent pas l'homme, mais qui touchent en tout cas à l'ensemble du système, du plus bas. Et or ça, je ne suis pas sûr que les recommandations à elles seules pourraient suffire pour faire cette rapidement, qu'est-ce qu'il faut en plus de la refondation? On a un gros problème pour ce qui est de la formation professionnelle, on a un gros problème de formateurs. On va revenir là-dessus. On n'a pas de problème d'infrastructure véritablement. On a un problème de gens capables d'utiliser les infrastructures. Quand je parle d'infrastructures, je mets et les bâtiments et les équipements. On a énormément d'équipements modernes dans certaines structures de formation au Mali. Mais la personne pour les utiliser, on ne l'a pas toujours. Alors, professeur Gouniam, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui expliquerait la faible qualification de la main-d'œuvre? Parce que vous avez parlé d'employabilité, en tout cas de la main-d'œuvre qui sort des écoles de formation professionnelle, mais aussi employée dans le secteur moderne de l'économie. Aujourd'hui, comment est-ce que vous expliquerez cela? Bon, d'abord, je rebondis sur tout de suite le point de vue de M. Maïga. Dans un premier temps, je dirais que la faiblesse vient du système francophone lui-même, qui considérait l'enseignement technique et professionnel comme une voie de garage. Ce n'est pas facile à enlever. Il y a aussi le problème d'une stratégie cohérente
dans la formation. Peut-être que le téléspectateur ne comprendrait pas ce que vous venez de, par rapport à... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par être considéré comme un garage? C'est le système qui voulait ça. Si vous ne travaillez pas à l'école, on vous envoie dans la formation professionnelle. C'est ce que les parents disaient aux enfants. Okay. Donc, or, le système a changé aujourd'hui. Et l'école se conçoit par rapport à ses finalités. Il y a une cohérence à mettre dans le système éducatif depuis l'enseignement de base. L'enseignement de base, les fondamentaux doivent être là. Après l'enseignement de base, nous arrivons à l'enseignement secondaire qui doit former des gens pour poursuivre des études, mais aussi pour s'insérer dans la vie active. On a fait croire aux gens que la finalité, c'est l'enseignement supérieur. Beaucoup de gens n'arrivent pas à rentrer dans l'enseignement supérieur et n'ont pas les compétences nécessaires pour s'insérer, pour gagner, avoir un travail et le garder. L'enseignement supérieur aussi, il a beaucoup évolué. Dans un premier temps, c'était une conception philosophique au service de la vérité. Plus tard, c'est devenu quelque chose, c'était scientifique, le système universitaire. Aujourd'hui, nous avons une université, je veux dire les institutions d'enseignement supérieur, c'est une université de service, une université entrepreneuriale, une université au service de la société. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, le travail universitaire ne se conçoit pas entre quatre murs par des pédagogues chevronnés, mais c'est en rapport avec les besoins du marché de l'emploi. Par rapport à l'industrie, à mon avis, on peut constater que le milieu industriel, les branches professionnelles sont absentes de la conception, de l'évaluation de ceux qui rentrent dans le système de formation professionnelle et technique. Ça doit se faire d'abord avec les gens qui sont les branches professionnelles qui travaillent dans le domaine. Et ça permet aussi de professionnaliser les enseignants. Mais beaucoup de pays ont résolu le problème en allant chercher des professionnels qui constituent une bonne part de ceux qui assurent la formation technique et professionnelle. M. Maïga l'a dit tout de suite, nous avons des équipements ici. Mais nous n'avons pas de gens capables de tirer le maximum de ces équipements. Donc, pour revenir un peu toujours au niveau de l'enseignement supérieur, par rapport surtout à la hiérarchisation de ce niveau-là, il y a eu également une volonté de régionaliser, en tout cas de décentraliser les universités. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui n'a pas très bien marché sur ce plan-là? Oui, avant d'aborder la question de la hiérarchisation, je vais réagir effectivement à ce que mon collègue vient de dire. Pour un peu clarifier, quand il a parlé de l'enseignement technique et professionnel dans le système francophone, il faut le comprendre comme l'aspect culturel même. C'est-à-dire de façon culturelle, les gens ont tendance à ne pas vouloir que leurs enfants aillent dans la formation professionnelle. Et ça handicape les enfants parce que dans la formation universitaire, comme il a dit, université entrepreneuriale, elle ne va pas forcément vers un métier. Et c'est important, quand je disais la faiblesse de notre économie, de comprendre que aujourd'hui, si on décide de ne former que par rapport aux besoins du marché, on risque d'arrêter de former parce que notre économie est très faible pour englober l'ensemble des métiers sur lesquels on peut former. Maintenant, pour revenir sur la hiérarchisation, je pense qu'il faut marquer un temps pour comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand le Mali a commencé à faire ses grandes écoles, les grandes écoles étaient soutenues par la coopération internationale, soviétique, française. Et puis à un moment donné, il a été évident que la coopération ne peut pas continuer à répondre à tous les besoins de l'enseignement supérieur. Donc le Mali a engagé une politique pour former des Maliens en niveau doctoral pour que ces Maliens puissent prendre la place de la coopération française. Cela a été fait grâce à un certain nombre de ressources que le Mali a eues par l'UNESCO, par d'autres bailleurs de fonds, mais aussi par le budget d'État malien même. Et je pense que j'aurais tort de ne pas rendre hommage ici à Feu Bakary Traoré, qui a été en tant que directeur de l'enseignement supérieur, qui a fait en sorte que tous les majors des écoles supérieures en 1970 et 1980 puissent aller faire des thèses de doctorat en France. Je pense que l'essentiel de l'enseignement supérieur aujourd'hui, une bonne partie, sont issus de cette vague-là. Donc, pour revenir à la hiérarchisation que la question posée, donc ça c'était l'état du lieu. Après, on s'est dit, on va rentrer dans le CAMES, qui est une organisation internationale. Il est indispensable que nous aussi,
Parce que quand on est docteur, on est immédiatement professeur d'enseignement supérieur, qu'on hiérarchise nos docteurs, qu'on arrive à faire des catégorisations par rapport aux docteurs, et ça a été fait. Malheureusement, cette hiérarchisation qui a démarré en 1991 a été confrontée à un certain nombre de critères sur lesquels, évidemment, comme toujours, dans notre pays, il y a eu des oppositions. Et ces oppositions ont amené à abandonner un certain nombre de critères et les rester seulement le critère nombre d'années après le doctorat. Je pense que l'erreur fondamentale est partie de là. Il aurait fallu intégrer, et je le dis, je suis à l'aise aujourd'hui, je suis à la retraite, donc je n'ai aucune ambition par rapport à quoi que ce soit. Il aurait été important d'intégrer les questions de compétences et les questions de publication pour faire la réalisation. Cela n'a pas été fait. Et donc, j'ai le sentiment que le fait que ça n'a pas été fait, ça a donné des raisons à tous ceux qui ont suivi de continuer de cette manière-là. Maintenant, pour ce qui est de la régionalisation, en vérité, c'est un débat que nous faisons tous les jours. En réalité, il y a longtemps qu'on a pensé régionalisation. À un moment donné, on a pensé que c'est à cause des grèves des étudiants qu'on veut régionaliser. Mais en réalité, le pays lui-même a besoin de s'appuyer sur un système qui permet au pays d'avoir une deuxième ville, d'avoir une troisième ville. Vous savez, le Mali a une seule ville qui est Bamako. Et la régionalisation de l'université pouvait permettre d'aller vers le développement de ces villes. Et pour ça, des missions ont été mises en place pour toutes les régions. Ça a été concrétisé, celle de Ségou. Personnellement, je pense que ce n'était pas le meilleur choix, compte tenu de la proximité de Ségou avec Bamako. Mais la régionalisation va permettre effectivement de donner de l'activité importante dans nos villes et d'agrandir nos villes et de permettre aux enfants d'être plus proches de leur famille pour les études universitaires. Cela, on peut le saluer. Professeur Gouniam, peut-être que vous avez une... Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois qu'il a été assez complet. Je dirais tout simplement, j'ajouterais que par rapport à ces centres universitaires régionaux, parce que de ça qu'on parle, ce n'est pas forcément à l'enseignement supérieur seulement. Ça devait concerner aussi l'enseignement secondaire. Mais ça suppose un autre système d'enseignement. Le secondaire aujourd'hui, c'est le lycée technique, les SICA, pratiquement c'est tout. Des CAP et des BT. Or, ça a évolué dans tous les pays. Beaucoup d'études montrent que, par exemple, le lycée technique ne permet que de la poursuite des études. Or, il rencontre des problèmes dans l'enseignement supérieur. Exactement. Les jeunes sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à continuer dans l'enseignement supérieur et ils n'arrivent pas à s'insérer dans la vie professionnelle. Occasion pour nous de parler déjà de la relation entre même les universités et les grandes écoles. Je ne sais pas si vous voulez parler de cette relation, du système des grandes écoles. Vous savez, ça aussi c'est dû à l'histoire du système éducatif français. Et il y a eu des va-et-vient, c'est-à-dire il y a eu une université nationale en France à un moment donné, sous Napoléon Ier, qui a supprimé les universités des régions. Plus tard, on est revenu là-dessus. Mais les écoles de médecine et certaines écoles ne sont pas venues, ou du moins gardé leur autonomie, et les écoles d'ingénieurs ne sont pas venues dans le système universitaire. On le retrouve toujours dans la position des uns et des autres par rapport aux écoles d'ingénieurs, aux écoles techniques, dans le système universitaire. Ce n'était pas le même esprit. Parce que depuis quelque temps, avec la finalité du système éducatif même, c'est l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Les universités comme les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, chassent sur les mêmes terrains, c'est-à-dire l'insertion de leurs jeunes. Les universités ont multiplié, ont diversifié les formations pour permettre l'insertion des sortants des universités. Il y a aussi le système français où les écoles d'ingénieurs constituent une spécificité française. Dans beaucoup d'autres pays, on ne sait pas ce que c'est qu'une école d'ingénieurs. C'est des facultés de génie et de sciences, comme on en a créé à Ségou. Dans la même veine de ce que vient de dire le professeur Gouniam, aujourd'hui, comment pourrions-nous penser une meilleure politique de formation des formateurs afin de lever efficacement les obstacles liés au manque de formation des formateurs? Parce qu'il en a été question ici tout de suite. Et tout à fait. On a effectivement eu des écoles d'enseignement qui ont été créées. L'école normale supérieure date de plusieurs années. L'école normale d'enseignement technique professionnel a été créée récemment. Mais en réalité, autant pour l'économie, on a besoin d'aller sur des métiers dont l'économie a besoin, autant on a besoin de former les enseignants dont le système a besoin. Et c'est en cela que
on reste encore avec des lacunes. Je m'explique. Aujourd'hui, on a fait pas mal de centres de formation professionnelle. Il y a un qui est sur la route de Senou, qui a été offert par les Chinois. On en a un peu partout. Mais ces formateurs de ces centres-là, il est évident qu'ils ne peuvent pas sortir de nos bacheliers classiques. Il est évident qu'il faut aller les chercher dans le milieu professionnel. Sur le plan législatif, on verra comment faire, mais c'est dans le milieu professionnel. Si tu veux former un bon menuisier métallique, c'est un menuisier métallique qui peut former un bon menuisier métallique. Maintenant, l'encadrement qu'il faut à ce menuisier métallique pour avoir la pédagogie qu'il faut, il a déjà ses outils de travail qu'il maîtrise, ça a autre chose à mettre en place. Sur le carrelage, il est évident qu'aujourd'hui, tous les marins vous disent oh, on n'a pas de bon carreleur. Le bon carreleur ne peut être formé que par un bon carreleur. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a fait l'ENI, École nationale d'ingénieurs, et parce qu'il est dans le domaine du bâtiment, on va dire qu'il va être professeur d'enseignement technique, spécialité carrelage. Pas possible. Donc c'est un certain nombre d'éléments qui doivent être préparés dans le système éducatif pour permettre de satisfaire à ces besoins. Récemment, j'ai entendu dire qu'on a organisé un concours pour recruter les formateurs pour la formation professionnelle au Mali. Il est évident que celui-même qui va organiser le concours, il faut qu'il ait du métier pour organiser ce concours-là. Et je ne suis pas sûr que actuellement le système fournit tout ce qu'il faut pour organiser le concours. Maintenant, s'agissant de l'enseignement supérieur, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'avoir un doctorat seulement pour venir enseigner dans l'enseignement supérieur. À l'époque où on commençait la réalisation, nous on était inquiets parce que tous ceux qui n'avaient pas de doctorat, mais qui rendaient un service énorme à l'enseignement supérieur technique, on a dit on ne peut pas les hiérarchiser. Et certains parmi eux ont quitté l'enseignement supérieur. Certains architectes qui donnaient des cours dans l'enseignement supérieur étaient frustrés parce qu'on dit qu'il faut avoir un doctorat pour être professeur. Et si tu n'as pas de doctorat, tu n'es pas professeur. Ils vont ailleurs. Alors qu'ils étaient compétents. Alors ils étaient compétents. Et d'ailleurs, comme je viens bien de dire, l'école centrale de Paris, le professeur de structure de l'école centrale de Paris, c'est le directeur technique de Socotec. Donc ce n'est pas un professeur universitaire. Mais quand on est dans l'enseignement technique, il est évident que ce n'est pas forcément celui qui a le doctorat qui va faire qui va donner le meilleur résultat dans l'enseignement supérieur. On pourrait appeler cela une approche par compétence, je ne sais pas, pour le téléspectateur qui ne comprend pas. Bien sûr. Et ça, je dirais, M. Maïga a tout à fait raison. On ne peut pas transmettre un savoir-faire qu'on ne sait pas faire. Et aujourd'hui, tout est défini en termes de compétences. Et à l'école, c'est bien, on a des grandes bases pour travailler, mais on n'est pas des professionnels à l'école. Mais ceux qui font le métier, et comme on le dit, est compétent, non pas celui qui sait, mais celui qui peut. Non pas celui qui peut faire valoir son expérience, mais c'est celui qui sait transformer son expérience pour fortifier, pour développer ses compétences. Tout est en termes de compétences aujourd'hui. Et le système doit être repensé dans ce sens. Mener à des formations. Par exemple, moi j'ai dit notre enseignement secondaire n'a presque pas évolué depuis l'indépendance. Parler encore de BT2, parler de BT1, parler de baccalauréat technique. Aujourd'hui, on mène des formations qui peuvent déboucher sur un emploi. Et ça garantit aussi parce que les parents veulent que les enfants continuent. Donc ça peut allier tous les deux. C'est pourquoi le baccalauréat technologique existe dans beaucoup de pays. Ça donne un éventail important de formations professionnelles. On peut travailler, mais on peut continuer dans les licences professionnelles, on peut devenir ingénieur. Mais il y a aussi le volet apprentissage qu'on n'a pas touché. L'enseignement professionnel, c'est de l'apprentissage. Et l'apprentissage doit être organisé de façon à mener à tous les niveaux de formation, d'ouvriers, même ceux qui sont dans la rue, parce que nous avons une chance en même temps qui constitue un danger. C'est l'extrême jeunesse de notre population. Il n'est pas dit aussi que tout le monde doit continuer de faire des études supérieures. On peut très bien gagner sa vie, même en étant ouvrier. Alors, aujourd'hui, concrètement, avec la situation sécuritaire au Mali, et en plus des facteurs comme la pauvreté, l'éloignement des écoles, qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? C'est aussi, il y a aussi le facteur culturel. Il y a certains parents qui ne veulent même pas envoyer leurs enfants à l'école, entre guillemets, du blanc.
Aujourd'hui, vous avez vu au centre du Mali, il y a quand même un sérieux problème avec la pression démographique et tout ça. Là, ces jeunes sont récupérés par les mouvements et d'autres mouvements armés en tout cas. Concrètement, quel système préconisez-vous pour ces communautés locales-là qui ne veulent pas de l'école du blanc, qui sont éloignés parce qu'il n'y a pas d'école à côté, et aussi ils se disent, bon, nous, nos enfants, finalement, l'école n'offre pas ce dont on a besoin, c'est-à-dire les besoins des communautés. Par exemple, je veux que mon enfant devienne un pêcheur comme moi, je veux que mon enfant devienne un commerçant comme moi. Quelle stratégie il faut mettre en place aujourd'hui pour rapidement combler le besoin de ces communautés locales-là? Bon, sans passer par la langue française, par exemple. Bon, il y a aussi, par exemple, la formation professionnelle qui constitue une approche à part. Et on a tendance à répéter, à recopier ce qui se fait dans l'enseignement technique normal. La formation professionnelle, ça donne des qualifications, ça donne des titres, mais c'est encadré par les branches professionnelles qui reconnaissent ces formations. Tout à fait. Je prends le cas, il a parlé de Diré, il y a carrelage et choses, maçonnerie là-bas, il y a pêche, tous les niveaux. Mais seulement, il faut des gens qui soient en mesure de transmettre ces connaissances aux jeunes de la place. Mais il ne faut pas non plus amener, par exemple, moi je vois, par exemple, c'est simple, il y a des méthodes pédagogiques. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui a 9 ans, qui a 10 ans, ceux qui sont dans la rue actuellement, vous les prenez. Il y a des méthodes en 2 mois, par exemple la passerelle par exemple, au lieu d'aller sur une pédagogie convergente, en 2 mois, on les forme par exemple dans la langue locale et 7 mois dans le français. Mais au Mali, ce système a été introduit au Mali. Mais ça n'a pas beaucoup de considération ici. Je pense que le Burkina voudrait le mettre dans son système éducatif même. Le Niger, j'ai vu des gens qui ont commencé par ce système. En 1 an, après la première année, ils se sont trouvés au CE2 ou en CM1. À partir de là, on peut donner une formation professionnelle à ces gens-là parce qu'ils ont une base. Mais quand on met tout dans le même plat, qui continuent, ils n'ont pas de débouchés, ils n'ont rien, c'est difficile. Il y a des écoles qui sont au Mali, qui sont bien équipées. Seulement, comme l'a dit M. Maïga, ceux qui recrutent ces gens-là ne connaissent pas les finalités. Ils ne sont pas aptes à recruter des enseignants pour aller former dans ces écoles professionnelles. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui ont peut-être 10 ans, 15 ans, et qui ont déjà des connaissances, c'est-à-dire des connaissances, par exemple en santé animale. L'enfant d'un éleveur, par exemple, il sait pas mal de choses. Aujourd'hui, à l'école, on le considère comme un enfant qui n'a rien de le cerveau. C'est-à-dire, cet enfant-là, il arrive à l'école, il n'a rien de le cerveau pour l'école classique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour prendre en compte ce type de compétences et de connaissances? Non, je crois que c'est très important ce dont on est en train de parler, parce que c'est effectivement le besoin réel dont on parle aujourd'hui. Vous avez très bien fait d'introduire ça. Ce que je peux vous dire déjà, et c'est pour ça que j'insiste toujours pour dire que de nombreuses recommandations sont faites, mais elles ne sont pas prises en charge. Il y a 10 ans maintenant, j'ai eu la chance de participer à une activité qu'on a appelée Programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. Et ce programme-là a organisé des concertations locales dans chaque région du Mali, 2 cercles et des concertations régionales, dont le seul but est d'aller vers un schéma directeur de la formation professionnelle pour la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réunit l'ensemble des ressortissants des régions et on dit quels sont vos besoins, quels sont les besoins de votre économie. Et ces rencontres-là devaient déboucher sur des métiers qui vont être les métiers prioritaires pour chaque région. Et donc, à partir de ces métiers prioritaires qui sont définis, il faut bâtir la formation là-dessus. Donc, ça peut être des formations de 4 mois, des formations de 6 mois. J'aime bien donner un exemple aux gens. Moi, dans mon jeune âge, j'ai connu les fromages qu'on faisait traditionnellement. Mais ces fromages-là n'ont abouti à aucune... À l'état actuel, mes enfants ne connaissent même pas ça. Mais moi, à mon jeune âge, ça se faisait chez nous. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que chez nous, la transformation des produits doit partir de ce que nous savons faire et de ce que nous aimons faire. Et sur la transformation, on va former les gens qui vont continuer à faire cette transformation. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le débat que nous faisons est très très important, parce que ça correspond effectivement aux besoins de notre société. Il faut que l'industriel,
il faut que l'agriculteur, il faut que le pêcheur travaille à faire en sorte que ce qu'il fait comme activité débouche sur quelque chose de plus moderne. Et quand ça devient plus moderne, ça peut faire appel effectivement à des compétences que lui n'a pas aujourd'hui, mais qui peuvent lui être apportées par la formation. Cela démontre carrément qu'il y a les contenus pédagogiques ne sont pas du tout adaptés aux besoins des communautés locales. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a par exemple, si on prend un éleveur qui te dit, bon, nous, notre problème, le problème de ma communauté, de mon village, c'est que nous avons beaucoup de lait. Et nous sommes obligés souvent de jeter le lait parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Et je pense que c'est ça dont aujourd'hui on a encore besoin. Oui, moi je dirais tout de suite pour compléter M. Maïga, on a parlé de régionalisation. Et dans la régionalisation, l'apprentissage doit tenir compte des spécificités locales pour être en harmonie avec les besoins des localités et tout ça. Je dirais aussi que il a été dit, par exemple, que depuis le XVe siècle, depuis l'Angleterre du XVe siècle, jusqu'au tigre asiatique aujourd'hui, et le développement a été synonyme d'industrialisation. Ce qu'il nous faut ici, c'est de transformer nos produits, aussi bien agricoles, de la pêche, de l'élevage, mais aussi transformer nos matières premières. S'il n'y a pas de transformation, pratiquement, il n'y a pas de développement. Et ça, c'est basé sur la connaissance. C'est par la connaissance qu'on peut faire tout ça, mais des connaissances propres au milieu. Et ça, c'est l'un des avantages de la régionalisation. Je prends un exemple tout simple. Dans l'enseignement, le baccalauréat technologique, il y a la musique, il y a la danse, il y a l'hôtellerie. Et si vous voulez faire aujourd'hui de la musique, il faut venir à Bamako, à Lina. Et si une région trouve que c'est nécessaire, on peut le faire à Gao, on peut le faire à Kidal. On peut le faire à Caille, on peut le faire à Sikasso. Mais c'est aux locaux de cibler les formations utiles au développement de la société, à l'économie locale d'abord, mais aussi à l'économie nationale. À mon avis, ça c'est déjà l'industrie. Tant qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de développement. Mais aussi, ça suppose certaines choses. Ça suppose, la transformation suppose de l'énergie. Tout à fait. La transformation suppose aussi des infrastructures, il faut les faire. Et tout ça, ça participe au développement d'une région, au désenclavement. C'est pourquoi je vois dans beaucoup de pays aujourd'hui, on parle de ministère des infrastructures et du désenclavement. Ce n'est pas par hasard. Et le dernier remaniement, le ministère de la formation professionnelle, le début, c'est de l'entrepreneuriat national. Mais il y a des choses, il faut tenir compte de certaines choses. En Europe, même les directives de l'Union européenne parlent de ça. On parle de l'éducation à l'esprit d'entrepreneuriat. C'est une formation. On ne va pas dans un hôtel faire un séminaire de 2 semaines pour faire des entrepreneurs. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école ici et qui sont des entrepreneurs. J'ai vu des champs, par exemple, au Burkina. J'ai entendu, par exemple, Kanazoé dire qu'il venait au Mali vendre des étoffes et de la cola à pied. Mais je l'ai vu aussi monter dans un hélicoptère, avec l'âge qui avance, aller inspecter ces chantiers. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Ça ne s'improvise pas. J'ai vu des pays qui ont porté des vaches ici de la race Dama, qui les ont amenées pour essayer de développer l'élevage de la viande, le lait chez eux. Mais n'est pas éleveur qui veut. Tout à fait. C'est une culture. Tout à fait. Alors, rapidement, professeur Mohamed Saleh Maïga, aujourd'hui, concrètement, il y a bientôt les assises nationales de la refondation, il y a pas mal de choses qui vont évoluer ces derniers temps-là. Le système éducatif est en panne, on peut le dire ainsi. Les enseignants ont décidé de retenir les notes. Où est-ce que l'éducation pour vous est en train d'aller concrètement? Donc, vous avez bien dit, le système éducatif est en panne et il est en panne de façon presque structurelle en ce moment, je pense. Et actuellement, les grands défis sont plutôt des défis liés à la responsabilisation de chaque Malien au lieu où il exerce son activité. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut qu'on résout. Les enseignants qui vont effectivement partir en grève, certains parmi eux, je le dis, n'enseignent même pas.
ils vont aller en grève, mais en réalité, grève ou pas, ils n'enseignent pas. Vous partez, ce n'est pas seulement les questions sécuritaires, hein. Ça fait longtemps qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui n'assument plus leur rôle. Et peut-être pas seulement les enseignants d'ailleurs. Comme j'ai dit, dans notre pays, il faut que les gens soient plus responsables. Effectivement, que les sanctions soient prises, mais surtout que les gens soient responsables, qu'ils comprennent que ce pays-là compte sur eux, ce pays-là a tout donné pour eux, ils doivent travailler à ce que ce pays-là s'en sorte. Je pense qu'au-delà du moment de grève qu'il y a, je pense vers cela qu'il faut que les gens aillent pour que nous puissions sortir de cette situation. Alors, professeur Gouniam, la diversification des filières, hein, ça a été une solution prônée par plusieurs acteurs politiques ici au Mali. Et pourtant, aujourd'hui, il y a toujours une demande grandissante de formation pour les jeunes à cause, vous savez, nous avons en tout cas une démographie très, très jeune. Et quelles sont les compétences nouvelles qu'il faut déjà penser? Bon, moi, je commencerai par dire que ce n'est pas l'école qui va créer des emplois. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit le pays, l'Office patronal des industries. En 2015, il y a 6 000 entreprises en Côte d'Ivoire, 3 000 au Sénégal, 500 au Mali, dont seulement 100 dans le domaine formel. Et il y a une désindustrialisation qui se passe. Regardez la Comatex. Ce n'est pas possible, un pays qui compte parmi les premiers producteurs de coton en Afrique, ne transforme que 2%, alors qu'il était prévu de transformer 15% en 2020, l'année dernière, qui ne transforme rien. Et une société où les gens sont au chômage, ils sont en grève, ils vont demander des salaires, hein. Mais ce n'est pas comme ça. Cette société a certainement besoin d'être restructurée. J'ai pris l'autre jour, lors d'une conférence, le cas des ICS au Sénégal. C'est une société qui perdait 8 à 9 milliards par an. À la suite d'une étude d'un cabinet international, ils l'ont aligné sur l'Office chérifien des phosphates du Maroc, sur les industries aux États-Unis. Ils ont licencié une personne sur 4, 25% du personnel. Ils étaient à 700 personnes. 2 ans après, cette société gagne 8 à 9 milliards par an, avec un effectif de 2000 personnes. Souvent, et là on discute, chacun demande ce qui n'est pas possible. Il faut travailler d'abord, moi je crois qu'il faut travailler, et il faut aussi que les industriels connaissent tout à fait leurs besoins. Nous avons mis en place une formation dans le BTP, par exemple, nous avons fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou, presque tous les pays africains, il y avait 14 pays africains. Nous nous sommes rendus compte que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est pour ça, quoi. C'est pour garder ça ici. Oui. C'est toujours. Les entreprises, les entreprises qui interviennent, par exemple, en Afrique, surtout dans le BTP, il n'y avait que 2 sociétés qui tenaient la route en 2007. Il y avait la compagnie CSE, sahélienne d'entreprise, il y avait Vizir au Niger, qui a fini par fermer d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ces sociétés ne savaient pas que leur entreprise reposait sur la maintenance des équipements. Et ça se pose partout. Je prends le cas de la RDC. Le Mali a besoin de 400 MW de courant. La RDC a un potentiel de 42 000 MW. Actuellement, il n'y a pas de courant parce que les 2 groupes qui ont été installés, Inga 1, Inga 2, ne marchent qu'à 20%, le reste des installations en panne. La crise que nous avons connue au Mali récemment, c'est que la centrale de Kizito, qui fournit 1/3 de l'électricité en Côte d'Ivoire, était en panne. Donc il y a lieu d'abord que le Mali mette une stratégie dans la production d'énergie, une stratégie nationale, mais tout ça dépend des projets, des programmes de développement économique et social du pays. Ça fait longtemps que je n'entends pas parler de programme, de plan de développement dans ce pays. Le système éducatif découle de ça. Et on forme des gens en fonction de ça. Et il y a des métiers qui changent. Il y a des métiers qui existaient il y a 10 ans qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y a des métiers actuels qui n'existeront pas dans 10 ans. Il faut tenir compte des métiers de demain. Ça aussi, ça c'est le rôle de l'État de se projeter. Souvent, quand les sociétés minières arrivent ici, ils veulent recruter des gens,
Eux, ils ne s'inscrivent pas dans la durée. Ils signent 10 ans, ils exploitent 10 ans, ils ont du personnel, ils avancent. Je prends le cas du Niger, par exemple, Mouraren, sur le projet, il y avait un besoin de 4200 personnes. Le gouvernement nigérien a dit, voilà, dites-nous combien de personnes vous trouvez sur place. Le reste que vous ne trouvez pas place, vous avez 2 ans pour les former. Ça aussi, c'est le rôle de l'État. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies qui ne sont plus d'ailleurs nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit nouvelles technologies, mais en réalité. Alors, comment est-ce qu'on pourrait mieux exploiter les technologies-là pour développer le système éducatif malien? Ce que je peux dire par rapport à ce que moi j'appelle l'usage du numérique dans le système éducatif, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, même dans l'enseignement supérieur, on a la possibilité d'accéder à des formations de haut niveau, mais via le net. Je pense que ce système-là, il faut le développer. C'est-à-dire qu'il faut installer tout ce qu'il faut pour que les étudiants puissent accéder à ces formations-là qui sont disponibles au-delà des infrastructures. On a beaucoup discuté de l'ouverture de l'université de Gao. On a réfléchi sur les bâtiments à construire. Je suis convaincu qu'avec le numérique, on peut résoudre une bonne partie des besoins en bâtiment dont on parle pour l'université de Gao. Je prends l'exemple de l'université de Gao. On peut aussi constater une chose, c'est qu'effectivement, la maladie au coronavirus aidant, aujourd'hui, énormément d'étudiants maliens au Maroc sont à Bamako en train d'étudier via Internet. Il y a aussi les labos maintenant, qui sont des labos virtuels, qui sont disponibles, et qui sont disponibles depuis très longtemps d'ailleurs. Il y a quelques années déjà, l'UNESCO a organisé un grand forum de formation sur les labos numériques ici même au Mali. Donc il y a la possibilité de faire en sorte que les nouvelles technologies, on va dire comme ça, servent au développement du système éducatif. Depuis très longtemps d'ailleurs, depuis le début de la démocratisation, on avait commencé à dire un village, un ordinateur. On peut même dire maintenant un village, une connexion Internet. On peut aller juste vers ça. Et tout cela va permettre de faire un certain nombre d'actions qui peuvent servir au développement du village concerné. Donc je suis militant du numérique, comme je l'ai été militant de l'enseignement tout court. Parce que ce que nous devrons dire ici, Gounyam et moi, nous sommes des ingénieurs qui sont sortis de l'école nationale d'ingénieurs, mais qui avons décidé à cette époque, il n'y en a pas beaucoup qui allaient partir dans l'enseignement, mais qui avons décidé d'aller dans l'enseignement parce que nous avons estimé que c'est là où on peut servir notre pays. Donc on peut faire la même chose avec le numérique, faire en sorte que le numérique puisse être vulgarisé partout dans le pays. Alors, par rapport toujours au numérique, aujourd'hui, on sait qu'avec l'usage des téléphones portables, mais aussi la télévision avec les feuilletons et autres, les gens, en tout cas les parents aujourd'hui se plaignent. Il y a certains parents qui se plaignent du fait que les enfants sont désocialisés, entre guillemets, par ces technologies-là. Et du coup, même l'éducation est impactée. C'est vrai, on dit souvent que Internet, ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont près. Parce qu'on se coupe de son milieu, on est branché, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. Un couteau, ça peut servir à la boucherie, mais ça peut servir à autre chose. Je pense que la réforme de 82 avait prévu ça. Une des lignes disait la formation en cours du soir et par correspondance. Moi, j'ai eu à donner des cours de formation ouverte à distance. J'avais un Togolais qui était en Iran. J'avais quelqu'un d'autre qui était dans le pôle Nord, qui suivait les cours. En présentiel, on faisait les cours. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ces cours, avec les moyens, les technologies de l'informatique et de la communication, on arrive à baisser les coûts de formation. Ces formations nous rapportaient beaucoup plus d'argent que le présentiel. Ça aussi, c'est un avantage. Et avec les fermetures de frontières et les difficultés, la crise sanitaire aujourd'hui, je pense qu'on ne reviendra plus en arrière. Le télétravail, téléconférences et autres ont pris une certaine importance dans la société. Et je crois que
on ne reviendra pas en arrière. Pour finir ce débat-là rapidement, on ne peut pas finir ce débat d'ailleurs sans poser cette question-là, parce qu'aujourd'hui il y a un clan anti-impérialiste qui est très très audible aujourd'hui. Je pense notamment aux panafricanistes qui estiment que le système éducatif classique qu'on a toujours connu renforce la culture, une culture étrangère, colonialiste, tout ça. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour ou contre ces opinions-là, en tout cas? Bon, on ne peut pas les empêcher, mais en réalité, il y a d'autres raisons qui sous-tendent ces positions. Et, à mon avis, la culture occidentale ou pas, moi je crois que les Arabes ont été des scientifiques. Ils ont été des scientifiques. Et beaucoup de choses, on dit que ça vient de la Grèce antique, mais ça vient de l'Égypte, en réalité. Donc, en un mot, les moyens pour accéder à la connaissance, c'est pas ce qui change la nature de la connaissance. On peut apprendre par plusieurs moyens, mais ce qui est sûr, c'est que pour lutter contre, pour éradiquer la pauvreté, pour créer la richesse, il faut de la connaissance. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Goundiam. Alors, pour finir avec ce débat-là, professeur Mohamed Salia, comme il l'a si bien dit, on peut quand même dire que nos valeurs culturelles locales et les valeurs occidentales peuvent aller ensemble. Moi, pas du tout. Non, bien sûr, ça peut aller ensemble. Je m'explique pourquoi. En réalité, l'éducation, on l'a fait pour ses besoins. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre qu'on le fait. Donc, si ces valeurs occidentales peuvent nous permettre d'améliorer, de satisfaire nos besoins, pourquoi pas? Donc, il faut vraiment rester dans le sens que toute éducation, toute formation qu'on reçoit, on la reçoit pour qu'elle résout un problème qui nous préoccupe. Dans ce cas, on est ensemble. Par contre, par rapport, puisque tu as prononcé le mot panafricanisme, il y a effectivement un aspect qu'on n'a pas abordé, qui est l'unité des États africains. Il est évident que tout ce que nous disons par rapport au système éducatif, il y a certains domaines sur lesquels, sans unité des États, on ne pourra pas s'en sortir. Je donne un exemple simple. Un professeur de chimie minérale au Mali, il y en a peut-être un ou deux. Si l'ensemble de la chimie minérale de l'Afrique de l'Est se regroupait, on va trouver 10 professeurs. Donc on va avoir une masse critique qui peuvent aider à améliorer le système. Et ça, on ne peut pas le faire en pays isolé. Une école nationale d'ingénieurs, c'est vrai, à l'époque, on a fait la seule école nationale qui existe en Afrique de l'Est, c'est celle-ci, celle qui est à Bamako. Aujourd'hui, il y en a des écoles nationales d'ingénieurs partout. Mais pour quel formateur? Pour quel formateur? Merci beaucoup. Donc, je rappelle aujourd'hui que nous avons reçu sur ce plateau, dans l'Afia Hebdo, le professeur Goundiam, Madi Yassa Goundiam. Il est enseignant-chercheur à la retraite, si je ne me trompe pas. Oui. Il est également le vice-président du réseau africain des institutions de formation des formateurs de l'enseignement technique. Nous vous remercions beaucoup d'être là. À nous de remercier Alafia Hebdo pour l'occasion qui nous a été donnée de donner nos réflexions à partir de la petite expérience que nous avons eue et de partager avec tout le monde. Et je crois que ce n'est pas la fin, c'est une contribution et d'autres contributions viendront enrichir ce que nous avons dit aujourd'hui. Absolument. Nous avons également reçu sur ce plateau le professeur Mohamed Salia Meiga. Il est ingénieur en génie civil. Il a également dirigé l'Institut national de formation en équipement et transport. Docteur en ingénieur. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais merci à Alafia Hebdo. Effectivement, comme a dit Goundiam, on a dit ici nos réflexions qui peuvent ne pas être partagées, mais ce sont nos réflexions et nous pensons que d'autres personnes pourront intervenir pour corriger ce que nous avons dit et qui ne correspond pas à ce qui est dans notre pays. On vous remercie infiniment et on vous encourage à continuer ce genre de débat parce que la refondation n'est pas seulement politique, elle est vraiment à tous les niveaux de notre système, du système économique malien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc c'était Alafia Hebdo, une émission, un débat politique, votre débat politique préféré d'ailleurs.
C'est toujours les samedis à partir de 21h15, rediffusion le lundi à partir de 11h sur le canal 235 du bouquet de base de Canal+. Au revoir et à bientôt.